Épisode IP 97, 40 km de câble au camping. Août 1997. 4 Français roulent vers les Pays-Bas avec des serveurs dans le coffre et une carte Michelin. Au bout de la route, pendant 3 jours, personne ne viendra leur dire non. Chapitre 1. La carte Michelin. On est parti de Paris vers 16h. La voiture de location sentait le plastique chaud, le café tiède et le départ mal fermé. Le futur n'arrivait pas en costume. Il arrivait en voiture de location avec 2 tentes, 2 machines pour nous 4 et surtout les écrans cathodiques, le plus encombrant de tout, mal sanglés dans le coffre. Entre tout ça, on avait coincé des sacs, un peu de linge, presque rien pour vivre correctement, largement assez pour ne pas dormir. Sur le tableau de bord, une carte Michelin dépliée, parfois sur les genoux. Pas de GPS, pas d'écran, pas de voie pour dire de tourner à droite dans 800 mètres. Juste du papier, des autoroutes surlignées, Paris, Lille, la Belgique, puis les Pays-Bas. Dans l'autoradio, il y avait de la musique, des morceaux qui passaient sans qu'on sache encore qu'ils resteraient collés au voyage. Du Prodigy, du Moby, du Nirvana et sans doute autre chose. Aujourd'hui, je ne saurais plus jurer du titre exact, mais je me souviens de l'effet. L'autoroute, la frontière, la voiture trop chargée, on roulait. On avait des téléphones, oui, les premiers GSM, des briques grises avec des antennes, mais pas à l'international. Il y avait encore une frontière, un vrai passage. On ralentissait, on présentait la carte d'identité, la langue changeait sur les panneaux. Et une fois la barrière passée, le téléphone ne servait plus à grand-chose. Le papier redevenait la seule autorité. Là, on partait vraiment. Et puis, une fois la frontière hollandaise passée, on s'est pris une ondée de 20 minutes, le genre d'averse où vous ne voyez presque plus la route. On s'est dit « Oula, le camping dans la boue, ça va être chaud ». Et puis non, ça a séché vite. Dans la voiture, on était 4. Moi, Franck, 24 ans, Philippe, Hervé, que j'avais rencontré sur un tournage de Netsurf, une émission de MCM, une chaîne musicale qui comptait beaucoup à l'époque. Hervé, lui, venait d'ailleurs. Il était directeur de la programmation musicale après un passage par Fun Radio. Il avait des photos de lui avec les Rolling Stones. Il passait nous voir avec des piles de CD promo qu'il recevait. Et puis un 4e larron, coincé entre des serveurs et du matériel de camping. Philippe et moi, on avait créé Intrinsèque 2 ans plus tôt, dans les locaux de l'EPITA, alors que la cybersécurité n'avait même pas encore de nom utilisable dans les journaux. Avec le recul, c'est quand même une drôle de voiture. 3 futurs patrons de la cyber, 2 tentes, et la route pliée sur le tableau de bord. Sur le moment, évidemment, on ne voyait pas ça. On voyait juste 4 types sur l'autoroute, une voiture trop chargée, du papier qui glissait sur le tableau de bord et l'impression de rouler vers quelque chose d'un peu interdit. On passait par la Belgique, le ciel descendait lentement, on parlait peu par moments, et puis quelqu'un relançait, sur ce qu'on allait trouver, sur ce qu'on allait montrer, sur ce qu'on pourrait ramener, parce qu'on n'y allait pas pour une raison professionnelle, pas vraiment. Bien sûr qu'on allait hacker, bien sûr qu'on allait échanger, je te montre ça, tu me montres ça, voilà la règle, pas écrite, évidente, mais on y allait aussi pour l'excitation du départ et pour les conneries sur l'autoroute. On roulait vers un camp de hackers au milieu de nulle part, avec des gros serveurs dans le coffre et pas la moindre idée de ce que ça allait vraiment sentir, sonner, faire, une fois sur place. Ce qu'on ignorait encore, c'est que là-bas, avant même les écrans, il y aurait d'abord un paysage. Chapitre 2. La Terre qui n'existait pas. Le Flevopolder est un sol arraché à la mer du Nord, drainé 30 ans plus tôt. C'est sur cette terre artificielle, plate comme une table et bordée de canaux, que 2000 hackers ont planté leur tente entre des vaches et des câbles Ethernet. Le Flevopolder, il faut le voir pour comprendre, ou au moins l'imaginer correctement. Une terre tirée hors de l'eau, dessalée, séchée, quadrillée, tenue en place par des digues et des pompes. En arrivant là-bas, on n'avait pas l'impression d'entrer dans un paysage ancien. On avait l'impression d'entrer dans quelque chose qui avait été dessiné. Tout était plat, vraiment plat. Pas une colline, pas un accident. Des champs rectangulaires, des fossés droits, des canaux de drainage, de l'herbe, du vent, et cette sensation très étrange d'être sur un ancien fond marin qui n'avait pas encore tout à fait décidé de devenir un pays. Almer elle-même était récente. Le sol avait été drainé en 1968, 29 ans avant notre arrivée. 29 ans, ce n'est rien. On campait sur une idée neuve. Et c'est peut-être pour ça que
tout collait si bien. Les Néerlandais avaient gagné de la terre sur la mer. Et nous, on arrivait là, avec nos machines, pour gagner nous aussi un peu de terrain sur l'inconnu. Le camping était posé dans cette ruralité-là, une vraie ruralité de polder. Des vaches dans les champs à côté, des surfaces vides, presque pas de bâtiments, juste de la terre, de l'herbe, des fossés, et au milieu de tout ça, des centaines de tentes, des groupes, des assauts, des démos. Ici, ça causait chiffrement. Là, ça bricolait du matos. Certains avaient 3 chaises pliantes et une multiprise. D'autres débarquaient avec de vrais moyens. À sa manière, ça faisait penser à un Burning Man hacker européen. Pas pour le décor, pour l'esprit. Les installations étaient rustiques. Des cabines de chantier bleues pour les toilettes, un jeu d'eau pour faire office de douche, un peu d'électricité, juste assez. Et pourtant, autour de ces bricolages de camping, il y avait un vrai réseau. De mémoire, on parlait d'environ 2000 participants, de centaines de machines, de kilomètres de câbles, d'un réseau qui, en 1997, paraissait démesuré pour un champ. En France, à l'époque, beaucoup de boîtes n'avaient rien d'approchant. Là, c'était posé dans l'herbe, entre des vaches, des toilettes de chantier et des bâches pleines de conférences. Les câbles passaient partout, devant les tentes, entre les piquets, à travers le camping et jusqu'au champ. Vous baissiez les yeux et vous marchiez dans un système nerveux étalé au sol. Il fallait enjamber le réseau pour aller pisser, il fallait contourner du câble pour aller chercher un café ou une bière. Et ça paraissait normal. La nuit tombait sur des rallonges, des multiprises, des écrans cathodiques qui chauffaient, posés de travers sur des tables de camping, des tours ouvertes, des canettes tièdes, des sacs de couchage à moitié sortis, des types pieds nus qui passaient avec du matériel à la main comme d'autres passent avec une cigarette. Les gens échangeaient des cartes Ethernet, des multiprises, des outils de sertissage, des connecteurs. Si tu manquais de quelque chose, quelqu'un l'avait. Si tu avais mieux, tu le montrais. On passait d'une tente à l'autre comme on passe d'un stand à l'autre, sauf qu'ici les stands étaient faits de bâches, de tables bancales, de machines ouvertes et de cartons griffonnés au feutre. Les adresses IP, elles-mêmes, étaient gérées avec un système qu'ils appelaient PEG DHCP à base de pince à linge. Une pince, un câble, une machine, une adresse. Le futur, parfois, arrive sous la forme d'une idée géniale et d'un objet ridicule. Le réseau venait du monde de Hactic et de XS4All. Toute cette scène néerlandaise qui avait décidé quelques années plus tôt que l'Internet ne devait pas rester un privilège. Ils n'avaient pas seulement organisé un camp, ils avaient amené l'infrastructure avec eux. On a monté nos 2 tentes, on a sorti les serveurs du coffre, on les a posés sur l'herbe. On s'est branché au câble qui passait. Le câble était déjà là, il passait devant nous comme si le camp nous attendait. Et puis on a levé la tête. C'est là que ça a commencé vraiment, pas avec les chiffres, avec une sensation physique, on était arrivé ailleurs. Et avant même de comprendre la densité du lieu, il y avait déjà quelque chose qui vous prenait à la gorge, une odeur. Chapitre 3, l'odeur. La skunk sort des tentes et flotte sur le camp. Avant même les écrans, c'est elle qu'on sent. On est aux Pays-Bas, en août 1997, dans un camping de hackers. Et la première chose qui vous attrape, c'est l'odeur. La weed, partout, de la skunk. De la super skunk surtout, un truc qui se sent à 40 mètres, une odeur épaisse, musquée, une odeur d'aisselle en vrai. Elle sort des tentes, flotte sur le camp, se mélange à la chaleur, à l'humidité du polder, à l'odeur des cabines de chantier. Vous respirez et vous êtes déjà un peu dedans. Et puis il y a la disproportion, 2000 personnes ou pas loin, et presque pas de filles, 3 peut-être. Ça frappait, pas comme une statistique, comme une bizarrerie visible à l'œil nu. Puis il y a la musique, de la techno, quelque part entre les tentes et les bâches, juste un son qui pulse depuis un coin du camping, une enceinte posée quelque part, une grosse machine Unix branchée sur un ampli, une Spark Station 20, un serveur alpha, ce genre de bête, et ça suffit. À 10h du matin, des gens dansent. Ça cognait comme aux Pays-Bas en 1997, Rotterdam, le gabber, le hardcore. Des kicks secs, rapides, faits pour le corps plus que pour la nuance. Philippe Langlois, lui, c'était la techno hardcore au-dessus de 180 BPM, peut-être du 3 steps ahead, peut-être du néophyte. Un son brut, assez fort pour faire vibrer les toiles de tente. Ça décollait l'ambiance ou ça cassait la tête selon ce qu'on avait fumé. Complètement allumé, la tête dans le brouillard, les yeux mi-clos, la tête ailleurs, des types torse nu, des chaussures pleines d'herbe humide, des bras levés dans la lumière blanche du matin. La chaleur d'août n'arrange rien, les tentes sont des fours. Quand vous ouvrez la fermeture, une bouffée d'air chaud vous tape au visage avec l'odeur du tissu, de la mousse du sac de couchage, du plastique des claviers, des fringues humides, de la fumée restée prisonnière là toute la nuit. Les douches, c'est un jeu d'eau en plein air, un filet d'eau froide et encore. Les toilettes, ce sont des cabines de chantier bleues, chimiques, posées en rang à l'entrée du camping.
Dès le premier jour, l'hygiène décroche. Personne ne semble s'en formaliser. Personne ne bronche. Et pourtant, dans ce chaos, ça travaille. Il y avait du café, des clopes, des conversations qui traînaient sous les bâches pendant que d'autres dormaient 20 minutes avant de repartir sur un écran. Des écrans partout, dans les tentes, sous les bâches, dehors, posés sur des tables de camping, à même l'herbe, sur des caisses retournées. Des gens codent, des gens testent, des gens cassent des trucs méthodiquement et regardent comment ça casse. Le camp est un festival et un laboratoire en même temps. Le type qui danse à 10h du matin est parfois le même qui, 4 heures plus tard, parle sécurité GSM ou chip card sous une bâche. Et puis il y avait l'ambiance. Je n'ai pas vu le début d'une violence. Pas tant d'alcool d'ailleurs. Le carburant du lieu, c'était la rencontre, le partage, la curiosité, le fait de pouvoir s'asseoir à côté de n'importe qui, montrer un truc, poser une question et n'être jugé ni sur son âge, ni sur ses fringues, ni sur sa carte de visite, juste sur ce que tu savais faire. C'est ça, HIP 97. 3 jours à être fatigué, un peu crade, très libre et exactement au bon endroit. Et au milieu de tout ça, les cabines. Chapitre 4. 20 cabines. Au milieu de 2000 hackers, une cabine téléphonique n'est pas un service, c'est un défi. J'y étais, je m'en souviens très bien. Dans mon souvenir, un opérateur télécom, probablement KPN, avait posé une vingtaine de cabines téléphoniques sur le site du camping. L'intention exacte, je ne la connais pas. Peut-être rendre service, peut-être observer, peut-être les deux. Mais il faut mesurer ce que ça signifie. Au milieu de 2000 hackers, une cabine téléphonique n'est pas un service, c'est un défi. Parce que le phreaking, le piratage des réseaux téléphoniques, n'est pas un hobby mineur dans cette communauté, c'est la discipline originelle. Le premier réseau que les hackers aient appris à décortiquer. Avant Internet, il y avait le téléphone. Dans les années 70, aux États-Unis, John Draper, surnommé Captain Crunch, découvre qu'un sifflet offert dans une boîte de céréales produit la fréquence utilisée par le réseau téléphonique américain pour autoriser les appels longue distance. Un sifflet trouvé dans une boîte de céréales. Et avec ça, vous appelez le monde entier sans payer. Steve Wozniak, avant Apple, fabrique des Blue Box, des boîtiers qui reproduisent les tonalités du réseau pour passer des appels gratuits. Son premier produit, ce n'est pas un ordinateur, c'est un outil de piratage téléphonique. Les Néerlandais, eux, avaient une vraie culture du genre. Le Monde de Hactic avait publié des articles détaillant comment contourner le réseau de la PTT néerlandaise. Pas des allusions, des tutoriels, des schémas, des modes d'emploi. Alors quand vous posez des cabines au milieu de cette communauté-là, vous ne fournissez pas seulement un service, vous mettez un système à portée de main. Le résultat de mémoire a été rapide, très rapide, en gros 2 heures. Après ça, les cabines étaient en libre service, appels gratuits, toutes. Imaginez la scène, des gens qui font la queue devant les cabines, qui appellent chez eux, qui appellent à l'étranger, qui appellent pour le plaisir, et personne ne paie. Pas par malveillance, par démonstration, par réflexe. Tu vois un système, tu le comprends, tu le contournes, pas pour voler, pour prouver que tu peux. L'opérateur a eu sa réponse très vite. Ce qu'il en a fait, je n'en sais rien. Mais les cabines sont restées. Et les appels aussi. Chapitre 5. Je te montre, tu me montres. En 1997, on n'apportait pas un CV, on apportait une preuve. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre un exploit, vous allez sur Internet. Vous tapez une requête. Vous trouvez un dépôt GitHub, un fil de discussion, une vidéo, un article. Le savoir est partout. Indexé, classé, souvent gratuit. En 1997, rien de tout ça n'existe. Il n'y a pas de GitHub, il n'y a pas de Stack Overflow. Il y a des BBS, des listes de diffusion, IRC, ICQ, des canaux éparpillés, souvent confidentiels, parfois éphémères. Le savoir circule, oui, mais il circule lentement, par confiance, par réseau humain, d'une main à l'autre, d'un écran à l'autre, parfois d'une disquette à l'autre. On n'apportait pas un CV, on apportait une preuve. Et c'est pour ça que les camps existent, parce qu'un camp comme HIP 97, c'est l'endroit où les échanges se font vraiment, en face à face. Le principe est simple, je te montre un exploit, tu me montres un outil. Je te montre une faille, tu me montres un contournement. On échange, on vérifie, on progresse. On avait amené nos machines pour ça, avec des programmes préparés à l'avance et des outils de test prêts à tourner. On ne venait pas les mains vides, on venait avec quelque chose à montrer. Et on espérait repartir avec quelque chose qu'on ne savait pas encore. Sous les bâches, les conférences officielles couvraient un programme immense.
sécurité GSM, sécurité des chipcards, Linux, Perl, chiffrement, côté légal et côté technique, censure, copyright, déclin d'Usenet. Et dans les recoins, des ateliers informels de lockpicking, des gens assis par terre avec des cadenas et des outils qui apprenaient à crocheter des serrures. Pas pour cambrioler, pour comprendre. Et partout, sur les t-shirts, Death to Microsoft. Il faut se rappeler le contexte. En 1997, Microsoft est l'Empire. Windows 95 est sur tous les PC. Internet Explorer dévore Netscape dans la guerre des navigateurs. Et de l'autre côté, le mouvement du logiciel libre prend son élan. Dans ce camping, on sait très bien de quel côté on est. Et puis, il y a le truc le plus fou. Pendant qu'on est là, dans nos tentes hollandaises, le même week-end, du 8 au 10 août 1997, une autre conférence hacker se tient à New York, Beyond Hope, organisée par le magazine 2600 au Pug Building à Manhattan. Et il y a un lien vidéo transatlantique entre les deux événements. En 1997, un lien live entre un camping néerlandais et un immeuble new-yorkais. Deux continents de hackers connectés en direct pendant que le reste du monde se demande encore si Internet c'est sérieux. La semaine d'avant, DEF CON 5 vient de se terminer à Las Vegas. Black Hat naît la même année. L'été 1997 a déjà quelque chose d'un été fondateur. Et on est dedans. J'ai acheté un t-shirt à un stand. Pas un t-shirt Hip 97, un t-shirt HAL 2001, le camp suivant. Il le vendait déjà dans mon souvenir. Je l'ai pris. On ne ramenait pas seulement un souvenir, on ramenait déjà un rendez-vous. Chapitre 6. La nuit. La nuit, le camping ne dort pas. Les écrans bleuissent les toiles des tentes. L'anglais passe d'un accent à l'autre sans jamais cesser d'être compris. La nuit, personne ne dort. Le camp ne s'éteint pas, il change seulement de régime. Le jour, les bâches, les conférences, les ateliers. La nuit, le camp à nu. Les écrans restent allumés. À travers la toile des tentes, ça fait une lumière bleutée. Vous marchez à 3 h du matin et chaque tente brille de l'intérieur. Des lignes de code derrière la toile, des visages éclairés par le moniteur, des conversations à voix basse, des claviers qui cliquent. Ça fume. L'air sent l'herbe mouillée, la chaleur qui ne tombe pas vraiment et la fumée qui flotte encore dans le camp. Et ça parle. Ça parle anglais dans toutes les langues. Des néerlandais, des allemands, des anglais, des espagnols, quelques français et d'autres encore. Un anglais bricolé, technique, direct, saturé d'argot, de références obscures et de blagues que presque personne d'autre ne comprenait. Et ce qui se passe dans ces conversations nocturnes compte peut-être plus que le programme officiel. Pas sous les bâches, pas dans les présentations, mais à 3 h du matin, assis dans l'herbe mouillée, entre deux tentes, un joint qui tourne et un écran ouvert sur les genoux. Quelqu'un dit « Regarde, j'ai trouvé ça » et il montre. L'autre répond « Attends, j'ai un truc aussi » et il montre. Des gens qui ne se connaissaient pas 6 heures plus tôt partagent des connaissances que presque personne d'autre au monde ne détient. Des techniques, des failles, des idées, des angles d'attaque, des méthodes de défense. Le tout sur un seul critère, ce que tu sais faire. Et il y en avait d'autres, des gens un peu plus âgés, plus discrets, qui posaient des questions très précises mais montraient peu, qui s'intéressaient moins aux conférences qu'aux conversations, qui notaient des noms, des pseudonymes, des spécialités. On les repérait parfois. HIP 97 était aussi un terrain de repérage. À DEF CON, le FBI faisait déjà partie du décor. En Europe aussi, on observait. Almer, en août 97, c'était près de 2000 spécialistes venus de partout, rassemblés dans un camping, accessible, détendu, parfois un peu trop, et prêts à parler à quiconque savait de quoi il parlait. Les services cherchaient des techniques, des contacts, des talents. Le camp était parfait pour ça. Le réseau humain qui se construit dans ces nuits-là compte peut-être plus que le câble. Le câble, on peut le poser n'importe où. Ces liens-là, non. Ça ressemblait à une fête. C'était déjà une fondation. Chapitre 7. Le monde de dehors. Pendant qu'à Almer on tire du câble entre les tentes, en France on se bat encore pour le Minitel. Il faut maintenant lever la tête et regarder ce qui se passe dehors. En 1997, dehors, le monde ne sait pas encore très bien ce qu'il a devant lui. Dans le monde entier, à peine 70 millions de personnes utilisent Internet, moins de 2% de l'humanité. Google n'existe pas, Wikipédia n'existe pas, pas de réseaux sociaux, pas de vidéos en ligne. Pour la plupart des gens, Internet c'est un modem qui couine, Netscape, du mail, IRC, des pages HTML bricolées avec des gifs qui clignotent. Il faut du temps, une ligne téléphonique et de la patience.
En France, c'est plus étroit encore. Entre 600 000 et 1 200 000 personnes ont accès au réseau, 1 à 2% de la population. Le Minitel, lui, règne encore avec ses 25 millions de terminaux. Le débat n'est même pas de savoir comment accompagner Internet, il est de savoir s'il vaut vraiment mieux que le Minitel. Et pendant que ce débat continue, à Almere, un champ de plusieurs hectares, avec un parking, des tentes et des barnums de conférences, déploie une infrastructure que beaucoup d'entreprises françaises de l'époque auraient enviée. Intrinsèque a 2 ans. On fait du test d'intrusion, de l'audit, de la sécurité, mais le mot cybersécurité ne circule pas encore. En France, la scène hacker reste un objet flou, souvent perçu comme sale, parfois criminalisée, presque jamais comprise. Elle est infiltrée aussi. Les services observent. La paranoïa faisait partie du décor. La même année, Serge Humpige démontre qu'on peut casser le système de la carte bleue. Il le montre pour prouver la faille. Il sera poursuivi. Scène très française, le messager gêne plus que le problème. Et c'est là que le camp d'Almere prend sa valeur rétrospective. Philippe Langlois poursuivra une trajectoire majeure dans la sécurité. Intrinsèque, elle, continuera sa route bien au-delà de ses débuts. Hervé, de son côté, ira vers les médias, le new media, puis l'anti-piratage. Mais les camps, eux, continuent. HIP 97, AL 2001, What the Hack, SHA 2017, MCH 2022. Tous les 4 ans, les tentes repoussent, les câbles reviennent, les mêmes tribus se retrouvent. Chapitre 8. Cergy. 3 jours plus tard, 4 Français remontent dans une berline de location. Les serveurs sont dans le coffre, la tête est dans le brouillard. Et le conducteur de 24 ans rentre chez ses parents. On est reparti un matin, ou un début d'après-midi, je ne sais plus très bien. 3 jours sans dormir, ça brouille le calendrier. On a démonté les serveurs, débranché le câble Ethernet, replié les tentes, remis les tours dans le coffre. Les piquets encore humides, l'herbe collée sous les semelles, l'odeur du nylon replié trop vite. Et on a repris l'autoroute en sens inverse. Les Pays-Bas, la Belgique, la frontière, l'île, l'autoroute du Nord, Paris. La même route, mais pas le même état. On avait la tête embrumée, les vapeurs de weed, le manque de sommeil. 3 jours dans un polder à hacker, à fumer, à parler dans un anglais bricolé, à ne jamais dormir. Le corps était dans la voiture, la tête, elle, était encore un peu dans le camping, dans les câbles, dans les bâches, dans l'odeur, dans la nuit bleue des écrans à travers les tentes. J'ai rendu la voiture de location et je suis rentré chez mes parents, à Cergy, dormir. J'avais 24 ans, j'étais PDG d'Intrinsèque, ce qui faisait déjà un peu bizarre. Je venais de passer 3 jours dans un camping hollandais à hacker des cabines téléphoniques, à rire comme un con, à enjamber des câbles Ethernet posés dans l'herbe entre des vaches. J'avais mon t-shirt des Beatles, la pochette de Sgt Pepper, celui qu'on repérait de loin, et je rentrais chez mes parents. Le t-shirt Hal est encore dans un tiroir quelque part. Hal 2001, le camp suivant. Celui que j'avais acheté à un stand, entre 2 ateliers, un café tiède et une odeur d'herbe. J'y suis allé à Hal, et au suivant aussi. Mais ça, c'est pour d'autres épisodes. Ce que je sais, c'est ceci. En août 1997, en France, presque personne n'avait Internet. Le Minitel tenait encore le pays. Et 4 types dans une voiture de location roulaient vers un camp installé sur un ancien fond marin, avec des serveurs dans le coffre, 2 tentes et une carte Michelin sur le tableau de bord. J'ai rendu la voiture, je suis rentré à Cergy chez mes parents et j'ai dormi. Le 21e siècle, ce week-end-là, avait dormi sous tente. Vous écoutiez l'épisode HIP 97, 40 km de câble au camping. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous aider, c'est de vous abonner, d'en parler autour de vous et de nous laisser quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt.